Bonjour, on va commencer du coup, parce que tout le monde semble être présent, la salle est bien pleine. Merci à tous de votre présence, merci d'avoir respecté les distances. Donc moi je suis Mélodie Merenda, chef de projet RSE et économie circulaire pour le groupe AFNOR. Mon travail c'est de développer toutes les solutions d'évaluation et de certification en développement durable au sens large du terme que propose le groupe AFNOR. Et donc Olivier Graffin, groupe AFNOR également. Donc moi j'ai une mission de coordination de nos différents métiers sur la thématique RSE et développement durable. Donc bonjour à tous. Les grands objectifs de ces 45 minutes qu'on va passer ensemble. Donc l'idée est de voir un peu comment l'ISO 26000 peut être et les labels peuvent être d'excellents outils pour contribuer aux ODD. Et donc, vous voyez le programme qui s'affiche ici, avec, on fera un petit rappel évidemment sur ce que sont les 17 objectifs de développement durable, et puis également la norme ISO 26000. Et on verra comment tout ça se lie les uns avec les autres, et comment l'un, évidemment, peut être un outil très opérationnel pour répondre à l'autre. Et enfin, plus précisément, dans le label engagé RSE, on a développé un outil de mesure de la contribution que Mélodie vous présentera en détail. Voilà. Alors, très rapidement, le groupe AFNOR, 4 métiers. Je pense que tout le monde connaît ou peut-être pas. Donc, 4 métiers. Le métier historique, c'est la normalisation. On anime un grand nombre d'experts extérieurs qui viennent collaborer pour la rédaction de documents, de normes qui peuvent être françaises. Et on est également, évidemment, l'adhérent de la France à l'ISO, l'organisme de normalisation internationale. Donc ça, c'est le premier métier. Et derrière, on a 3 autres métiers qui se déclinent, ou en aval en tout cas, puisque AFNOR est une maison d'édition de normes, évidemment, dans un premier temps, mais aussi de tout un tas de solutions d'abonnement, d'abonnement aux normes, d'abonnement de veille réglementaire, de veille normative, et d'ouvrages peut-être que vous avez vous-même dans vos bibliothèques des ouvrages aux éditions AFNOR. Voilà, donc troisième métier, formation et conseil, au travers de notre filiale AFNOR Compétences, qui délivre des formations inter-entreprises, intra-entreprises, qui fait de l'accompagnement sur pas mal de sujets, dont la RSE. Et enfin, le dernier métier, AFNOR Certification, qui fait tout ce qui est signe de reconnaissance, évaluation, certification de personnes, de systèmes, de produits, dans tous les domaines, et en particulier, donc, alors j'ai dit, signe de reconnaissance, certification, labellisation, et donc c'est le cas, évidemment, du label engagé RSE que l'on évoquera. Mélodie, quelques points sur les ODD ? Oui. Alors, tout le monde dans cette salle, je pense, sait ce que sont les ODD. Donc, très rapidement, les ODD, au nombre de 17, fixent un cap à atteindre pour tous à horizon 2030. Ils ont été adoptés par les 193 États membres de l'ONU dans le cadre de l'agenda 2030. Donc je pense que, sans surprise pour tous, voici à l'écran les fameux 17 objectifs de développement durable. Ils sont entrés en vigueur en janvier 2016. Et aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que la plupart des entreprises avec lesquelles nous on travaille au quotidien, mais ça ne concerne pas que les entreprises, c'est aussi le cas pour les collectivités territoriales, les associations, les ONG, elles se demandent comment en fait elles peuvent contribuer à ces ODD. Parfois, les ODD, pour elles, pour ces organisations, c'est un petit peu stratosphérique, c'est un petit peu conceptuel, ou c'est très lointain. On ne sait pas trop comment, concrètement, opérationnellement, au quotidien, on peut y contribuer. Ça, c'est la conclusion que tirent plusieurs études, notamment une étude que je vous invite à télécharger, une étude qui a été publiée par le groupe AFNOR fin 2018, qui est accessible si vous tapez études RSE AFNOR. On a tiré plusieurs conclusions en auditant un certain nombre d'entreprises engagées dans des démarches RSE, et l'une de ces conclusions, c'est qu'effectivement, il n'y a pas aujourd'hui d'outils pour mesurer sa contribution. Donc on a essayé de voir, de réfléchir au sein du groupe AFNOR comment on pouvait accompagner les organisations, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité, à capitaliser sur leur démarche RSE pour contribuer aux ODD. Parce que ça ne sert à rien de réinventer l'eau chaude. Il y a déjà des choses qui existent très bien avec l'ISO 26000, avec la RSE, et c'est comment du coup les organisations engagées dans ces démarches RSE peuvent contribuer aux 17 ODD. Comment concrètement elles peuvent faire. Donc, comme vous le savez,
ou comme vous commencez à le savoir, les ODD s'imposent aujourd'hui un peu comme le nouveau cadre de référence en termes de développement durable à atteindre. Le référentiel à atteindre, les grandes lignes directrices à atteindre quand on veut structurer sa démarche RSE et quand on veut contribuer à ces fameux ODD qui s'appliquent à tous et qui engagent tout le monde. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a une norme qui existe, qui est l'ISO 26000. Alors, souvent, les gens disent « Ouais, elle est bien l'ISO 26000, elle est un peu vieille quand même maintenant ». Bonne nouvelle également, elle va être actualisée, cette norme ISO 26000. Olivier en dira quelques mois après. Elle va être actualisée de manière à faire un petit peu suite à toutes les récentes évolutions réglementaires, normatives, sur tous les sujets d'anticorruption, d'achat responsable, d'économie circulaire, de numérique, etc., d'innovation au sens large. Et elle va également intégrer la notion des ODD et comment on peut contribuer aux ODD via l'ISO 26000. Donc l'ISO 26000, pour rappel, on en dit deux mots également après, c'est une norme qui donne les grandes lignes directrices à appliquer pour déployer une démarche de RSE en entreprise. Et cette démarche RSE, comme c'est l'objet de l'atelier d'aujourd'hui, de la conférence d'aujourd'hui, cette démarche RSE permet de contribuer aux ODD. Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique et solidaire, il n'a pas changé de nom, je crois que c'est toujours ça, a statué, ou du moins a pris la position qu'une démarche RSE, une stratégie RSE, est le moyen privilégié pour une organisation d'intégrer les ODD et d'y contribuer. Et que, du coup, la norme ISO 26000, ce document normatif qui existe aujourd'hui à l'échelle internationale, permet d'aider les entreprises ou les organisations à faire un peu leur diagnostic, identifier leurs enjeux RSE prioritaires et donc identifier les enjeux sur lesquels elles ont des actions à mener en priorité et donc, du coup, logiquement, d'identifier les ODD sur lesquels elles ont un impact prioritaire, on va dire. Petite vue d'ensemble de l'ISO 26000. Petite vue d'ensemble de l'ISO 26000, alors pour rappel ou découverte, donc document qui a été publié en 2010. Vous voyez un peu effectivement la structure de ce document qui rappelle évidemment au départ tout le contexte et l'historique de la responsabilité sociétale. Il y a un chapitre dédié aux valeurs fondamentales, aux grands principes de la responsabilité sociétale, comme par exemple la redevabilité, transparence, la réponse aux parties prenantes, etc., qui finalement forment un peu, on utilise nous beaucoup dans les entreprises pour essayer de questionner un peu les valeurs, les valeurs d'une entreprise qui peuvent être travaillées. Ensuite, le cœur de l'ISO 26000, son chapitre 6, c'est là qu'on va retrouver les 7 questions centrales sur lesquelles on va revenir après. 7 questions centrales et une grosse trentaine de domaines d'action qui composent cette norme ISO 26000, où là, c'est vraiment la bibliothèque des thématiques qui constituent la responsabilité sociétale et sur lesquelles tout établissement, toute organisation est susceptible de s'interroger sur ses forces, ses faiblesses, ses lacunes, qu'est-ce qu'il y a encore à faire, ses enjeux clés, pour justement déterminer quelles sont ses priorités d'action et comment, évidemment, structurer sa démarche. Voilà, après un chapitre, deux chapitres qui concernent la mise en œuvre, sur lesquels on va pas forcément revenir dans le détail. Je laisse de côté le chapitre 7 qui est effectivement assez opérationnel et puis qui, sans doute d'ailleurs, dans la révision qui aura lieu, sera sans doute mieux structuré que ce qu'il est aujourd'hui. Mais plutôt, je vais insister sur le chapitre 5, qui quand même est très très important dans l'approche de la mise en œuvre d'une démarche de responsabilité sociétale, puisqu'il préconise en fait vraiment deux approches fondamentales. La première, évidemment, c'est l'approche par les parties prenantes, l'écoute des parties prenantes, l'identification donc de ces parties prenantes, des attentes de ces parties prenantes. En gros, l'ISO 26000 nous dit qu'il n'y a pas de responsabilité sociétale sans une écoute, sans une approche par les parties prenantes. Ça, c'est le premier point, qui vont donc évidemment permettre aussi de questionner sur les enjeux, les attentes. Et puis le deuxième point, c'est justement l'approche de la hiérarchisation des questions centrales et des domaines d'action. L'idée étant que, finalement, toutes les questions centrales sont applicables à tout type d'organisation. Maintenant, il s'agit évidemment de s'interroger à l'intérieur de ces questions centrales sur
quels sont les domaines d'action les plus pertinents, les plus prioritaires, qui, en fonction justement des attentes des parties prenantes, eh bien, vont devoir être traités en premier lieu et faire l'objet justement de tous les objectifs d'une démarche. Voilà, donc ça c'est globalement un document qui effectivement présente tous les constitutifs de la RSE et puis des éléments évidemment de méthodo. Voilà. Un petit mot donc en détail sur les questions centrales et domaines d'action. Du coup, vous allez nous dire, bon, c'est bien joli, mais comment l'ISO 26000 concrètement peut accompagner les organisations à contribuer aux ODD? On a compris du coup comment elle était structurée, et Olivier a bien fait le focus sur le chapitre 5, et les fameuses questions centrales. Et chacune des 7 questions centrales, comme il l'a dit, est accompagnée de ce qu'on appelle des domaines d'action. Les domaines d'action, vous les avez ici qui s'affichent à l'écran, viennent un petit peu opérationnaliser, pragmatiser les questions centrales. L'ISO 26000 propose une trentaine, une quarantaine de domaines d'action qui sont en fait des exemples d'actions à mener, à déployer par l'organisation sur chacune des 7 questions centrales. Et c'est là que c'est intéressant pour bien comprendre le lien qu'il peut y avoir entre ISO 26000 et ODD et comment on peut capitaliser et utiliser l'ISO 26000 pour contribuer aux ODD. Très concrètement, vous avez ici les 7 questions centrales de la norme ISO 26000, avec la question centrale gouvernance qui chapeaute les 6 autres questions centrales. Si on fait un petit focus sur la question centrale environnement, la question centrale environnement dispose de 4 domaines d'action. L'ISO 26000 propose et suggère à l'utilisateur de l'ISO 26000 4 domaines d'action sur lesquels engager des démarches pour être en phase avec la ligne directrice environnement. Vous avez comme exemple de domaine d'action la prévention de la pollution, l'utilisation durable des ressources, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation, et la protection de l'environnement, des écosystèmes, de la biodiversité, etc. Et là, c'est là, très concrètement, qu'on va pouvoir voir le lien entre l'ISO 26000 et les ODD. Quand vous engagez des actions de prévention de la pollution, d'utilisation durable des ressources, etc., sur les 4 domaines d'action de l'ISO 26000, vous allez engager des actions qui vont vous permettre de contribuer aux ODD à connotation environnementale. Les ODD à connotation environnementale, ce sont les ODD 6, 7, 12, 14 et 15. Grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas précisément ce qu'il y a derrière chacun des 17 ODD, vous avez ici, du coup, une idée un petit peu plus claire de ce qu'il peut y avoir derrière ces 17 ODD. Et ce qui est très important aussi d'avoir en tête, c'est que les ODD ne se déclinent pas de la même manière dans tous les pays. L'ODD eau propre à assainissement, l'ODD 6, ne va pas se décliner de la même manière en France, dans un pays développé avec des services d'accès à l'eau, d'assainissement, traitement des eaux, que voilà, dans des pays à stress hydrique ou des pays où le réchauffement climatique impacte beaucoup la gestion des eaux. Je pense au Bangladesh, je pense à tous les pays d'Asie du Sud-Est. Donc chaque pays et chaque entreprise, en fonction de son périmètre, de sa géographie, de sa topographie, de son climat, etc., doit s'approprier l'ODD, le comprendre et le décliner de la manière la plus adaptée. Voilà. Et l'ISO 26000 invite l'entreprise à se questionner sur cette pertinence de déploiement d'actions à mener. Désolée, c'est dur de parler avec le masque. Le groupe AFNOR a mis à disposition fin 2018 une petite brochure que je vous invite à télécharger. J'ai mis le lien en bas à droite du slide. En gros, cette petite brochure gratuite permet de faire le lien très concret entre, je respire, les 17 ODD et les fameux 40 domaines d'action, 30-40 domaines d'action de la norme ISO 26000. Là, vous avez du coup comme ça une vision assez macro de ces liens, de ces corrélations. Je repasse la parole pour respirer à Olivier. Ouais. Alors, pour aller aussi encore plus loin sur... donc là, juste précédemment, c'est effectivement un petit document de communication, mais qui pose quand même bien les bases justement de ces liens. Il y a un groupe de travail en normalisation qui a effectivement travaillé pour publier un document dont le petit nom sympathique est le FDX 30037, n'est-ce pas, qui là, pour le coup, de manière schématique et en rentrant un peu dans le détail, eh bien, va donner aussi des liens assez forts entre justement tous les domaines d'action, donc les questions centrales et les domaines d'action, et les 17 ODD. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ça n'est pas neutre parce que, comme on l'a dit précédemment,
eh bien, l'ISO 26000 va être révisé dans les mois qui viennent au niveau international. Donc après 10 ans, c'est évidemment sans doute utile, et notamment pour y intégrer tous ces éléments, les ODD, Mélodie l'a rappelé, des nouveaux modèles économiques, et puis des grands enjeux planétaires qui n'étaient pas forcément traités, ou en tout cas sans doute trop en filigrane dans l'ISO 26000 actuel. Et donc pour cela, eh bien, alors je vous passe les détails des stratégies internationales, mais l'ISO a créé très récemment une structure, un comité international qui va justement prendre en charge la révision de l'ISO 26000 et un certain nombre d'autres travaux qui pourront accompagner justement cette révision de l'ISO 26000. Il faut savoir que ce comité en fait n'existait pas jusque-là. Et or, maintenant que tous les pays, je ne vais pas dire tous les pays du monde ont voté pour, mais en tout cas, la grande majorité a voté pour la création de ça, ça veut dire qu'il y a vraiment une logique, un intérêt de tous les pays du monde à essayer justement d'étoffer, de réviser la 26000 d'une part, et d'étoffer tous les documents qui vont avec. Et donc, notamment, quand on est capable, nous en France, de proposer déjà des initiatives, donc des documents qui font le lien entre l'ISO 26000 et les ODD, qu'on a déjà des propositions à faire pour la révision, eh bien évidemment, on a toutes les chances, entre guillemets, de remporter la mise, ou en tout cas de pouvoir imposer une vision qui est la nôtre par rapport à d'autres visions internationales qui sont assez lointaines. Vous imaginez la difficulté de mettre plus de 80 ou 100 pays d'accord sur ce qu'est la responsabilité sociétale, que ce soit en France, aux États-Unis, en Chine, au Bangladesh, en Iran, etc. etc. Voilà, donc nous, on a d'ores et déjà effectivement des éléments à proposer. Et petit point, et je finis là-dessus pour ne pas trop prendre de temps, mais vous voyez, tout à l'heure, on évoquait le chapitre 7, qui a été qui était un peu le chapitre de la mise en œuvre sur l'ISO 26000, qui a été le plus, on va dire, le plus contesté. Eh bien, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir publier à l'avenir une ISO 26000 corrigée, mise à jour, etc., avec tout un chapitre sur la mise en œuvre qui devrait être assez light, et de publier par ailleurs un document de manière concomitante, un document qui sera justement, qui rentrera beaucoup plus dans le détail de la mise en œuvre, avec justement tous ces aspects, matérialité, analyse des grands enjeux, etc., etc. Bref, voilà, donc tout ça n'est pas encore fait, mais encore une fois, plus on a des choses à dire au niveau international, et plus on peut imposer forcément notre vision qui n'est pas la même chez tout le monde. Donc voilà, donc, un comité à l'ISO, une révision enfin qui va être actée, et on espère donc vous voir nombreux aussi dans les commissions à venir pour justement participer à ces travaux. N'hésitez pas à consulter, il y a un site internet qui s'appelle Norme Info. Si vous tapez ça sur Google, vous aurez des infos justement sur les étapes de ces éléments. Voilà, alors très rapidement, là je passe très vite, mais on a vu l'ISO 26000 et la contribution aux ODD. Toutes les normes finalement, d'une manière ou d'une autre, peuvent contribuer à un ou plusieurs ODD. Donc je passe le détail, mais voilà, sur la contribution économique, sur la contribution au développement social, sur la contribution à la préservation de l'environnement. Bref, il y a plein de normes qui effectivement y contribuent. Par exemple, sur l'ODD numéro 1, alors voilà, il y a deux normes internationales qui, par exemple, peuvent contribuer et contribuent de manière significative sur l'ODD numéro 1, sur la lutte contre la pauvreté, avec l'ISO 20400. Peut-être certains d'entre vous connaissent cette norme qui est une déclinaison de l'ISO 26000 aux achats, très important, fonction achat évidemment dans notre univers mondialisé. Et puis, autre exemple sur l'ISO 37001, qui est une norme sur un système de management de l'anticorruption qui ressemble, un peu à la loi Sapin, mais avec des exigences un peu complémentaires. Voilà, donc ici sur un schéma globalement, ODD par ODD, le nombre de normes qui peut exister à l'ISO et qui contribuent effectivement. Alors il y en a, je n'irai pas dans le détail, il y en a plusieurs centaines. Mais voilà, en tout cas, l'ISO est bien conscient qu'il y a ce référentiel international qui est un référentiel d'objectifs à atteindre pour tout le monde. Et maintenant, l'idée est bien de produire
des outils, des éléments opérationnels pour pouvoir mettre en œuvre et contribuer et mesurer. Mesurer, justement, le label engagé RSE. Je repasse. Tu as respiré ? Donc effectivement, le groupe AFNOR a développé un référentiel d'évaluation et de labellisation sur la base de l'ISO 26000. Il s'agit du label engagé RSE. Donc c'est bien un label qui reprend l'intégralité de la matière de l'ISO 26000, mais pas structuré de la même manière. Voilà, on a décidé, et ça a été un parti pris du groupe AFNOR, de structurer le référentiel du label engagé RSE de manière un peu plus opérationnelle pour que ça fasse un peu plus écho aux dirigeants d'entreprise, etc. Donc on a vraiment un référentiel qui est opérationnel, c'est-à-dire qu'on part de la gouvernance de la stratégie. Ensuite, on va évaluer comment la stratégie RSE est déployée au niveau managérial, au niveau opérationnel. Ensuite, on va évaluer comment tout ça s'ancre dans la politique RH, dans la politique QSE, la politique qualité, la politique environnement de la structure. On va aussi évaluer l'entreprise, comment elle s'ancre dans son territoire, comment elle va générer de l'activité en local, comment elle va contribuer à relocaliser potentiellement des filières, etc. Et ensuite, on a 3 derniers chapitres qui vont évaluer les performances RSE de l'entreprise. Performance sociale, performance économique au service de la RSE et performance environnementale. Donc aujourd'hui, on a 170 maintenant entreprises qui sont actuellement labellisées sur le référentiel, tous secteurs d'activité confondus. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est un référentiel d'évaluation générique, avec quand même des secteurs d'activité qui se démarquent un petit peu plus des autres. Je pense notamment au secteur du BTP et au secteur vitivini, ou agro au sens large du terme, qui sont très engagés sur le label. On a plus de 700 entreprises aujourd'hui maintenant qui ont rempli ce qu'on appelle le e-engagé RSE en ligne. C'est un petit questionnaire qui balaye en fait les 7 questions centrales de l'ISO 26000 et qui permet à l'entreprise d'avoir une première idée de son niveau de maturité, de la maturité de sa démarche RSE au regard de l'ISO 26000. Ça, c'est accessible à tous, gratuitement en ligne. Voilà. On a 70 évaluateurs aujourd'hui qui sont missionnés par AFNOR Certification pour tous les jours aller évaluer et labelliser les entreprises. Ici, je vous ai remis l'architecture du référentiel pour que vous puissiez bien comprendre ce sur quoi on va évaluer l'organisation. Là, vous avez les 8 grands chapitres. Il faut savoir que derrière ces 8 chapitres, il y a des critères et en tout, on est à 55 critères d'évaluation, répartis de manière assez égale sur ces 8 chapitres. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ce référentiel, je vous invite, en sortant, de prendre les petits flyers qu'on met à disposition. Il y a le lien de téléchargement du guide du label qui décrit les 55 critères du modèle. Et il y a aussi également un petit flyer qui donne un lien vers un livre blanc qu'on a rédigé l'année dernière qui décrit pour chacun des 55 critères comment chaque critère contribue à quel ODD. C'est l'objet des slides qui suivent, mais il y a un livre blanc qui est mis à disposition, si vous le souhaitez, gratuitement également, que je vous invite à télécharger, parce que ça peut donner des idées quand on est responsable RSE ou quand on est référent RSE en charge de déployer la RSE, comment concrètement, quelle action je vais déployer va contribuer à quel ODD. Voilà. Donc, petit slide qui vous invite à télécharger le guide. Et là, un slide très chargé, très coloré, mais néanmoins très communicant. Ici, en fait, on peut se rendre compte, de manière visuelle, que le référentiel, qui est un référentiel générique, est transversal. C'est-à-dire qu'on a la chance, avec le référentiel engagé RSE et les 55 critères du modèle, de balayer l'ensemble des 17 ODD. Et il y a des chapitres qui vont permettre à l'entreprise de contribuer à certains ODD plutôt que d'autres. Concrètement, sur le chapitre 3 du référentiel engagé RSE, qui est le chapitre qui évalue l'entreprise sur dans quelle mesure la politique RH, la démarche RH, est construite pour être au service de la dynamique RSE. On va évaluer l'entreprise sur la manière dont elle gère ses compétences, la manière dont elle va encourager l'employabilité de ses salariés, la manière dont elle va gérer tout ce qui va être égalité, diversité, le dialogue social, toutes les questions de SST, de QVT, et en challengeant en fait l'entreprise, l'organisation sur tous ces critères-là très précis. L'entreprise va de facto déployer des actions, etc. dans ce sens. Elle va contribuer aux ODD à connotation dite sociale. Donc les ODD 1, pas de pauvreté, 3, bonne santé, etc., etc., etc. Vous avez compris la logique. Sur le chapitre 4, qui est lui relatif
à la façon dont l'entreprise produit et consomme. Donc on va analyser là les flux entrants, les flux sortants, les boucles d'économie circulaire qui sont développées, les actions d'économie d'énergie, de réduction des consommations d'eau, etc. Sur tout ce chapitre-là, du coup, l'entreprise, en développant des actions très précises sur ces points-là, va contribuer aux ODD à connotation plus sociétale, environnementale. Voilà. Par exemple, dans ce chapitre 4, et donc dans tous les critères d'évaluation qu'il y a derrière ce chapitre 4, on va évaluer la façon dont la politique RSE de l'entreprise, la stratégie RSE de l'entreprise, encourage l'utilisation efficace des flux, va essayer d'optimiser les flux sortants, voir comment on peut réduire tous ces impacts-là en fonction des flux qu'on génère, va encourager également au déploiement de boucles d'économie circulaire en local avec ses partenaires sur le territoire, avec tout ce qui est écologie industrielle et territoriale. Voilà. En challengeant l'entreprise là-dessus, on va l'inciter à contribuer à ces ODD-là. Et enfin, sur le chapitre 5, qui est relatif à l'ancrage territorial de l'entreprise, question cruciale dans une perspective de relance du pays post-Covid, on va challenger l'entreprise sur comment elle contribue au développement environnemental du territoire, au développement social du territoire et bien sûr au développement économique du territoire. Et donc là, forcément, on va challenger l'entreprise en l'évaluant sur toutes les pratiques qu'elle va déployer pour contribuer à ces trois sphères-là sur son territoire en local. Et donc, de facto également, très logiquement, l'inciter à contribuer à tel ou tel ODD. Sur les chapitres de résultats, même logique, on va challenger l'entreprise sur tous les indicateurs de suivi, de moyens, de mesure, de performance qu'elle va formaliser pour mesurer sa performance environnementale, sa performance sociale, sa performance économique. Et le suivi de l'efficacité d'une démarche RSE est crucial dans une logique de contribution aux ODD. Si vous savez bien mesurer les impacts de votre démarche RSE et mesurer dans le temps sa performance, vous saurez aussi mesurer la progression dans la contribution aux ODD. Je vous ai perdu ou ça suit toujours? Ok. Tout à l'heure, on parlait de comment concrètement c'est mesuré, cette contribution aux ODD. Aujourd'hui, pour être tout à fait transparente avec vous, tant qu'il n'y a pas une méthodologie qui a fait consensus à l'échelle internationale pour dire voilà comment on mesure la contribution à un ODD, et de toute façon, je pense que ça n'arrivera jamais, puisque la mesure de la contribution à un ODD diffère d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, même au sein d'un pays. Je prends l'exemple de la France, ce ne sera pas la même chose en Île-de-France que en Corrèze ou en Creuse. Voilà, il y a des enjeux qui sont différents. Donc je pense qu'on n'aura jamais cette méthodologie qui est consensuelle. Néanmoins, on peut proposer des outils, et c'est ce qu'on essaie de pousser avec le label engagé RSE. Chacun des 55 critères du référentiel que je vous ai présenté est scoré selon une logique de PDCA, amélioration continue, sur 100 points. Je ne vous ai pas perdu non plus? Ceux qui sont un peu familiers des audits et de tout ce qui est performance, amélioration continue connaissent la notion de PDCA. Et en fait, on a développé un petit algorithme qui permet, lorsqu'on donne une note PDCA à un critère, puisqu'on a identifié le lien qu'avait ce critère avec tel ou tel ODD, on peut mesurer du coup directement, grâce à l'algorithme, une contribution à l'ODD. Alors l'algorithme n'est pas suffisamment poussé pour qu'on puisse mesurer une contribution négative, parce que ça peut arriver. On est seulement aujourd'hui arrivé à la mesure d'une contribution neutre ou à la mesure d'une contribution positive. J'espère qu'on pourra bien sûr arriver un jour à la mesure d'une contribution négative, parce que c'est aussi important pour l'entreprise d'identifier là où elle a des impacts négatifs sur un ODD. C'est pas évident, parce que ça dépend d'énormément de facteurs qui ne peuvent pas être aujourd'hui dimensionnés dans un algorithme, mais on y tend. Donc voilà, grosso modo, le rapport qu'on remet à l'entreprise qui est labellisée, il a cette tête-là. Donc il présente une matrice de performance RSE globale, donc sur les 8 chapitres que je vous ai présentés. Et ensuite, il présente une matrice de contribution à chacun des 17 ODD. Et après, pour chacun des 55 critères, vous avez une analyse fine par notre expert RSE qui vous dit voilà les points forts qu'il faut que vous pérennisiez sur chacun des 55 critères. Et voilà vos pistes d'amélioration, dans une logique d'amélioration continue. Idem, du coup, on a rédigé, comme je vous le disais, un petit livre blanc qui formalise concrètement les liens entre les 55 critères d'évaluation RSE du modèle et les 17 ODD. Je vous invite également à télécharger ce guide, il est gratuit. Et il y a un petit flyer à la sortie qui vous permet aussi de le télécharger directement avec un QR code.
Et grosso modo, il a 7 têtes. Bon, désolé, la police a été un peu coupée, mais grosso modo, il liste les 55 critères. Et pour chacun des critères, il donne des exemples concrets d'actions RSE qui peuvent être menées pour contribuer à tel ou tel ODD. Donc ça, pour un responsable RSE ou pour une personne en charge de la RSE, c'est pour moi, enfin, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai rédigé, mais c'est, enfin, je pense super utile. Mais si, pour le coup, évidemment. Super utile, donc je vous invite à le télécharger et à revenir vers nous si vous avez des questions. Pareil pour le chapitre plutôt sur les ODD à connotation environnementale. Voilà. Donc on a essayé de faire très vite, c'est pour ça que je suis complètement essoufflée. Donc ça nous laisse un quart d'heure pour prendre vos questions. On n'a pas téléchargé le petit module, on s'en excuse de trucs de questions en ligne, mais on est quand même dans une petite salle, donc on vous entendra lorsque vous posez la question. On ne peut pas faire passer de micro, par contre. Voilà. Donc il faudra parler fort s'il y a des questions particulières. Oui, madame. Bonjour. En termes de budget, qu'est-ce que ça coûte justement à une entreprise de se faire labelliser éco-responsables ? Alors, on me pose la question à chaque fois, donc j'ai une réponse. Non, en fait, je ne peux pas répondre. C'est mieux. Parce que ça dépend d'énormément de paramètres. Grosso modo, je peux vous donner une échelle pour une petite TPE jusqu'à un grand compte. Et c'est des choses qu'on a fait. Donc, voilà. Grosso modo, la plus grosse évaluation qu'on a réalisée, c'est chez Alstom et chez la RATP, parce que c'est des entreprises françaises qui sont labellisées, engagées RSE. On a passé 25 jours. Parce qu'il faut rencontrer les parties prenantes internes, externes, vérifier plein de choses, etc. Ça prend du temps. Et pour une petite TPE de moins de 5 collaborateurs, ils étaient 2 pour le coup, on a passé 1 jour et demi. Tout compris, hein. Préparation, sur site, rédaction du rapport, prise de décision. Donc c'est extrêmement variable. Ça va dépendre de l'effectif. Donc bien sûr, ça va dépendre du secteur d'activité. Il y a des secteurs d'activité qui sont plus sujets à risque que d'autres. Donc ça, on l'évalue avec nos experts. Ça va dépendre aussi de l'organisation. Par exemple, une multinationale qui a tout centralisé et qui déploie de manière assez structurée, bah, ce sera plus simple à évaluer qu'une entreprise qui n'a pas vraiment d'organisation interne pour déployer la démarche et qui fonctionne avec un référent, un correspondant. Voilà, ça dépend de toutes ces choses-là. Ça répond à votre question ? Et après, à la durée, il faut appliquer un coût jour. Et donc après, on en déduit le coût du label. Si on prend par exemple le plus petit et le plus grand, est-ce que ça a coûté en moyenne après, on a un coût jour. C'est ça, en toute transparence. Qui est assez classique. 2200 et entre 1200 et 1300 et quelques. Enfin, voilà, c'est ces eaux-là. Donc ça fait effectivement des missions. Et c'est sur 3 ans. En fait, toujours le label est valable 3 ans. Donc le prix qu'on annonce, c'est pour une durée de 3 ans. Autre question ? Oui, madame. Est-ce qu'il est prévu éventuellement de faire une adaptation un peu spécifique pour les collectivités du public qui ont des préoccupations qui peuvent se rapprocher ou qui parfois sont quand même... Parfaitement, c'est différent. C'est déjà le cas. On a un label qui s'appelle le label engagé RSO, parce que c'est vrai que les collectivités ne parlent pas de RSE, mais de RSO, ou de RS tout court, responsabilité sociétale des organisations. Ça existe, c'est déjà le cas, c'est relié à l'agenda 21, c'est relié aux ODD, c'est relié à un certain nombre de schémas et de plans qui s'appliquent à la gestion des collectivités territoriales, ça existe. Et du coup, ça me permet de faire le lien sur aussi autre chose, peut-être que c'est une question qui allait venir. On a aussi ce qu'on appelle des adaptations sectorielles du label engagé RSE. Il existe aujourd'hui 13 déclinaisons sectorielles du label, au secteur du BTP, au secteur de la vitivini, de l'agriculture, de la communication, des entreprises d'insertion, des entreprises adaptées, des paysagistes, des entreprises du médicament. Voilà. Donc on adapte autant que faire se peut le référentiel à des contraintes terrain qui ne sont pas les mêmes en fonction de la typologie de l'organisation, de la structure juridique ou du secteur d'activité. Pour le coup, pour les collectivités, effectivement, les critères diffèrent puisqu'on retrouve, même si on retrouve un peu le côté exemplarité interne en tant qu'organisation, on va retrouver aussi tout ce qui concerne les politiques publiques et comment, évidemment, la collectivité prend en charge ces grands enjeux de DD. Mais, ouais. Spécialement. Du coup, voilà, c'est pour savoir s'il y avait un peu des pistes un peu plus adaptées. Donc RSE, c'est dans ce sens-là. Ouais. Okay.
Alors après, le groupe AFNOR mène beaucoup d'actions de lobbying positif auprès du gouvernement pour faire que soit intégré dans les cahiers des charges, notamment de la commande publique, mais pas que, parce que les donneurs d'ordre privés aussi ont un rôle à jouer, des critères RSE. Oui, madame. J'ai une question et une remarque. Je commence par la remarque, c'est que les conférenciers peuvent retirer leur masque. Oui, c'est ce qu'on nous a dit, mais comme on est quand même assez serré, on s'est dit peut-être pas. D'accord. La question, c'est le calendrier d'actualisation de l'ISO 26000. La très bonne question. La création du comité international a été actée. Maintenant, pour le début des travaux d'actualisation, alors autant en France, en fait, depuis des années et des années, on a pris de l'avance et on commence déjà à rédiger des propositions, au moins une structuration. Alors l'idée est de ne pas bouleverser forcément d'ailleurs la structure de l'ISO 26000, ne serait-ce que pour ne pas faire peur à tout le monde et pour ne pas se faire retoquer. Mais il y a d'ores et déjà en France, en fait, un groupe de travail au sein de la commission de normalisation qui travaille à cette mise à jour et à faire des propositions. Maintenant, au niveau international, ce sera sans doute pas avant début d'année 2021, le temps que, effectivement, eh bien, le groupe d'experts qui va y participer se mette en place. Il faut savoir que c'est une des normes qui, alors, dès 2010, et ce sera le cas aussi là, a fait l'objet d'un consensus auprès de plein de parties prenantes. Il y avait vraiment des collèges très identifiés, avec évidemment les entreprises, avec les représentants des gouvernements, avec les ONG, les membres de l'enseignement et de la recherche, les syndicats de salariés qui étaient aussi très importants, et puis les consommateurs aussi, qui d'ailleurs, les consommateurs étaient à la base de la demande il y a des années et des années. Au départ, c'était vraiment les associations de consommateurs qui souhaitaient avoir un éclairage et un consensus mondial sur c'est quoi la RSO. Donc, voilà. Donc, ouais, pas avant début 2021 a priori, le temps que tout ça se mette en place. Question. Oui, madame. Je ne sais pas si vous l'avez dit, je n'ai pas entendu quand est-ce que le label engagé RSE avait été lancé, mais je suis assez surprise du chiffre de 162 entreprises labellisées. Ça me semble assez faible d'entreprises en France. Comment est-ce que vous expliquez ça? Alors, le label engagé RSE, il existe depuis 2007, mais il a eu beaucoup d'évolutions, notamment suite à la publication ISO 26000 en 2010. On l'actualise assez régulièrement pour qu'il soit toujours en phase avec le terrain. Il y a plusieurs explications. Alors moi, je partage votre constat un petit peu frustrant. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises engagées. C'est expliqué d'une part par le fait qu'il n'y a pas aujourd'hui d'obligation réglementaire en France qui impose vraiment à l'entreprise de s'engager dans une démarche RSE. Donc il y a des petites choses qui se bougent là, qui bougent avec la loi Pacte, la notion de raison d'être et tout. Mais pour moi, c'est hélas pas la solution, puisque justement c'est même peut-être un problème, voire un frein, parce qu'en faisant le focus, en mettant le projecteur sur la raison d'être, on met de côté la RSE qui existe déjà depuis X années. Et c'est dommage, parce que du coup, une entreprise va se dire, moi je fais de la RSE, il faut que j'arrête de faire de la RSE, il faut que je fasse ma raison d'être. Ben non, il faut expliquer aux entreprises qu'il faut capitaliser sur la démarche RSE en place pour identifier sa raison d'être et faire que la raison d'être ne soit pas juste le titre d'un rapport de développement durable communiqué à 3 personnes. Voilà, il faut vraiment que ce soit impactant, structurant pour l'entreprise. Après, il y a des perspectives quand même un peu positives, avec notamment l'article 225 et l'obligation pour certaines entreprises de publier une DPEF, déclaration de performance extra-financière. La perspective positive, c'est que du coup, on n'est plus sur l'obligation réglementaire de publier une liste à la Prévert d'indicateurs, mais sur une obligation de produire ce qu'on appelle une analyse de matérialité. Du coup, on oblige, entre guillemets, l'entreprise à se questionner sur ses enjeux RSE sectoriels, métiers. C'est-à-dire, on ne l'oblige plus à reporter sur un truc, voilà, mais vraiment sur quels sont, toi, en tant qu'acteur évoluant dans tel secteur, tes enjeux RSE, quelles sont tes parties prenantes, comment tu réponds à leurs attentes. Donc ça, c'est positif, mais ça ne touche pas toutes les structures juridiques, ni toutes les tailles d'entreprise. Il y a des structures juridiques qui sont passées dans les mailles du filet et qui ne sont pas assujetties à cet article. Donc, c'est un constat qu'on fait.
peut-être un petit complément quand même. D'abord, c'est un peu select aussi, hein, c'est-à-dire que c'est relativement exigeant. Et par ailleurs, il n'y a pas d'obligation, Mélodie l'a bien rappelé. Et en fait, on a pas mal d'entreprises qui, dès le départ, se sont servies du label pour aussi justement structurer leur démarche, et sans forcément poursuivre les différents cycles. Et là, sur les 170 ou 180, je ne sais plus, on n'a vraiment que les actifs, c'est-à-dire ceux qui ont un label. Voilà. Mais si on fait depuis il y en a plein qui sont plus labellisés, mais qui devraient être comptabilisés quand même. Parce si on fait depuis 2007 le nombre de labellisés... Mais c'est pas non plus énorme, il doit y en avoir 2000 max. Mais c'est pas énorme, c'est vrai qu'aujourd'hui en France, il reste quelques millions d'entreprises. 200 fois plus d'entreprises. Mais... Monsieur ? Oui, alors c'est plutôt pour les associations et les ONG, juste pour indiquer que les bailleurs de fonds ont déjà intégré des critères de RSE, comme l'Agence française de développement, etc. Mais je voulais vous poser une question concernant la mesure de l'impact. C'est dans le domaine associatif des ONG, on utilise la RSE et on nous demande de mesurer l'impact et en lien avec certains objectifs de développement durable, pas forcément les 17, mais on choisit 2 ou 3. Tout à l'heure, vous avez indiqué qu'aujourd'hui, on les a bien identifiés, mais on n'a pas encore la méthodologie pour commencer à calculer. Est-ce que vous avez des informations ou des recherches concernant indicateurs développement durable et mesure d'impact des actions de certaines associations et ONG? En fait, il y a des outils qui existent aujourd'hui pour mesurer. Mais le truc, c'est que ces méthodos ne font pas consensus. C'est-à-dire que certains les utilisent, d'autres refusent de les utiliser, d'autres remettent en question leur robustesse, leur rigueur. Donc, ça existe, mais c'est très compliqué. Et encore une fois, est-ce que c'est pertinent d'avoir une seule méthodologie je ne pense pas. Après, je pense qu'il serait intéressant, par contre, que chaque gouvernement qui s'est engagé dans l'agenda 2030 propose à l'échelle nationale une méthode. Parce que c'est vrai qu'au niveau d'un pays, on a des enjeux qui sont communs. Même si on est dans un secteur ou dans un autre, qu'on soit une asso ou une entreprise du CAC 40, on a quand même davantage d'enjeux communs que si c'est l'ONU qui propose une méthode qui s'applique à 197 pays. Là, selon moi, ça aura moins de pertinence. Mais... Excusez-moi, vous parliez en disant que vous aviez des secteurs différents, que vous en avez pour les associations, pour l'agriculture, pour autres, et au niveau de la reconnaissance entre eux. Je donne de l'agriculture à l'agroalimentaire. Est-ce que M. Carrefour ou M. Leclerc va reconnaître la méthode agricole ou vice-versa Très bonne question. Alors, ça prend du temps. Ça prend du temps, encore une fois, parce qu'aujourd'hui, en France, si vous n'a pas échappé, ou tant mieux si ça vous a échappé, mais il existe plein de signes de reconnaissance en RSE. Il n'y a pas que le label engagé RSE, hélas. Et donc, c'est là le problème. C'est que, du coup, les donneurs d'ordre ou les prescripteurs connaissent 1 ou 2 ou 3 labels, mais pas forcément le label qui va venir distinguer le fournisseur qui candidate à l'appel d'offres. Voilà. Donc là, il y a effectivement un travail qui est fait par le groupe AFNOR. Encore une fois, je parlais de lobbying positif tout à l'heure, c'est un peu le même boulot qu'on mène, c'est qu'on va rencontrer les fédérations professionnelles, rencontrer les grands prescripteurs, rencontrer les grands donneurs d'ordre en leur disant, voilà, il n'y a pas que EcoVadis pour la notation des fournisseurs. Il n'y a pas que tel label, il n'y a pas que Bicorp en France. Je ne dis pas que Bicorp c'est nul, je dis juste qu'il y a d'autres signes de reconnaissance et que chaque signe de reconnaissance distingue quelque chose de particulier. Voilà. Donc après, nous, le groupe AFNOR, on est souvent critiqué sur mais vous, AFNOR, vous développez un label quand on vous le demande. Alors, oui et non, mais quand on le fait, on essaie toujours de penser aux passerelles entre les différents dispositifs qu'on développe. Typiquement, pour le secteur agro, on a développé un label RSE sectoriel avec COP de France. Au sein de COP de France, vous avez des éleveurs, vous avez des viticulteurs, et chacun de ces adhérents à COP de France ont des enjeux spécifiques et ont aussi leur dispositif de reconnaissance sectorielle. Et nous, on développe ces passerelles-là pour essayer de faire valoir un petit peu une reconnaissance commune à un moment donné auprès de donneurs d'ordre, de prescripteurs. Mais ça prendra du temps. Et encore une fois, je pense là aussi, et c'est le message qu'on passe tous les jours
dès qu'on peut, il faut que le gouvernement se saisisse du sujet. Je pense que ce serait pas du luxe qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui puisse permettre d'identifier les signes de reconnaissance robustes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un foisonnement de trucs. On met sur la même échelle des dispositifs qui sont complètement différents, qui impliquent pour l'entreprise un engagement complètement différent aussi. Je pense que l'État a un rôle à jouer. Et j'attends beaucoup, notamment, de l'expérimentation de la plateforme RSE sur les labels RSE sectoriels. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, qui doit rendre ses conclusions, là, je ne sais pas trop quand d'ailleurs, à SAP, et qui devra justement nourrir les réflexions du gouvernement sur comment on peut faire pour clarifier la situation et pour valoriser les signes de reconnaissance qui sont plus robustes que d'autres. Et comment après on peut récompenser, c'est surtout ça qui est important, les entreprises qui sont labellisées, en leur accordant des accès à des subventions plus facilement, en leur limitant leurs contraintes administratives au quotidien. Voilà, comment on peut les accompagner, ces entreprises. Oui, parce que de base, basé sur une norme internationale, donc label reconnu international. Oui, il y avait un... Oui. Question, vous parliez justement du corps. Si une entreprise est labellisée du corps, est-ce qu'elle a intérêt aussi à devoir labelliser la civile ou ça sert à rien de label Je comprends. Pour moi, c'est complètement complémentaire. Bicorp, on est plus sur la mesure de l'impact, avec des critères très... comment j'impacte positivement mon territoire, comment j'impacte positivement ma partie prenante, voilà. Dans une logique ISO 26000, on est plutôt dans une logique d'amélioration continue dans le temps. Donc en mode, je planifie, je déploie, je mesure, j'améliore. Donc c'est complémentaire. Dans la logique ISO 26000, vous avez peut-être moins la logique impact, bien qu'elle y soit, notamment dans le cadre de la révision, on va l'intégrer. Mais vous avez cette logique d'amélioration continue. Dans Bicorp, vous avez vraiment la notion d'impact qui est super bien mise en avant et donc qui incite l'entreprise à vraiment se questionner sur l'euro que j'investis dans mon territoire, à quoi il sert, la partie prenante avec laquelle je contractualise, qu'est-ce qu'elle fait de bien sur le territoire. Vous avez ces notions-là qui ressortent, mais il y a un peu moins l'aspect amélioration continue, à mon sens. Après, je ne suis pas experte de Bicorp, ce n'est pas mon boulot, mais je pense que du coup, c'est complémentaire. En cela, c'est complémentaire pour une entreprise. Je ne sais pas si ma réponse est claire, mais... Une question sur est-ce que vous savez le niveau de notoriété de cette certification engagée RSE auprès des différentes parties prenantes et notamment je suis intéressée de savoir si vous avez la vision consommateur. Alors, c'est une très bonne question aussi. C'est difficile de faire connaître ce label au-delà du B2B parce que l'apposage sur le produit n'est pas possible. Le code de la consommation, aujourd'hui en France, est écrit de manière à ce qu'on ne puisse pas apposer sur un produit de grande consommation un signe de reconnaissance tel que celui du label engagé RSE, puisqu'avec le label engagé RSE, on évalue la démarche du système et pas le produit. Donc de facto, on ne peut pas étiqueter un produit. C'est normal quelque part. Donc du coup, le consommateur a du mal à vraiment pouvoir distinguer via le produit qu'il va acheter si l'entreprise est engagée ou pas. Donc, difficile de répondre à votre question. Après, j'ai envie de dire, l'objectif est, hélas, pas tant que le consommateur... Enfin, c'est le deuxième temps. Le premier temps, c'est vraiment de sensibiliser toutes les entreprises à ces formes de signes de reconnaissance-là, parce que c'est pas qu'un label qu'on distribue, voilà, c'est aussi tout un mécanisme derrière qui invite l'entreprise à structurer sa démarche, à l'améliorer, etc. Et donc, d'abord convaincre les entreprises, et ensuite, une fois qu'on aura convaincu toutes les entreprises de France, on ira aux consommateurs. On s'arrête là. Merci. Merci à vous. Et pour un complément d'information, nous avons un stand qui est le PU37 pour ceux qui ont encore des questions. Bonne fin de salon.